Merci, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve en Tunisie et cette épidémie avait un peu fait passer le temps et en tout cas ça m'a fait plaisir d'opérer ce matin et donc de pouvoir partager la discussion avec vous cet après-midi sur cette pathologie qui devient en fait une vraie nouvelle entité qui est l'ismocèle. Il y a toute une discussion sur est-ce que ça a toujours existé et c'est maintenant parce qu'on a une amélioration de l'imagerie qu'on voit. Comme vous le savez probablement, la grossesse extra-utérine a été une de mes passions, ça reste un de mes grands centres d'intérêt. Sauf que quand j'ai commencé à travailler sur la grossesse extra-utérine dans les années 80, des grossesses sur cicatrices de césarienne, eh bien, j'en voyais jamais ou c'était quasi exceptionnel. Et d'année en année, eh bien, cette entité, elle est devenue une vraie réalité. Donc, clairement, il s'est passé quelque chose, puisque maintenant, on est tous là présents, et vous avez probablement tous été amenés à en diagnostiquer. Donc, la présentation que je vous fais, j'ai utilisé aussi les images échographiques de Jean-Marc Levaillant, avec qui je travaille, comme vous le savez probablement, depuis de nombreuses années, et puis avec l'ensemble de mon équipe de Bicêtre. Alors bon, je ne reviens pas sur qu'est-ce que c'est une ismocèle, on vous l'a dit. On a oublié Poitvin, il y a 60 ans, qui avait fait cette première description sur des pièces d'hystérectomie, comme Maurice l'a fait. L'ismocèle, il faut vraiment la typer pour savoir de quoi on parle. Et j'ai entendu tout à l'heure de dire que l'hystéroscopie, c'était le gold standard. Eh bien, pour moi, non. Le gold standard, c'est l'échosonographie, parce qu'on a besoin de mesures, et que ces mesures, on ne peut pas les faire en hystéroscopie. Puisque le point important, comme vous allez voir, sur la discussion, est-ce qu'on fait une hystéroscopie, est-ce qu'on fait une célio, est-ce qu'on fait une voie vaginale, va dépendre de deux éléments. Le point D, qui est la mesure du myomètre résiduel, ça c'est pour savoir est-ce qu'on va faire en hystéroscopie, on verra les seuils après, ou est-ce qu'on va le faire par les deux autres voies. Et nous, dans notre expérience sur Bicêtre, eh bien, on tient beaucoup compte de la distance entre l'orifice externe et le milieu de l'ismocèle. Lorsque cette distance est inférieure à 45 mm, eh bien, c'est vrai qu'on est un peu une école vaginaliste et on les fait par voie vaginale. Et lorsque c'est à partir de 45 mm et au-dessus, eh bien, on les fait en célioscopie parce que c'est trop difficile de le faire par voie vaginale et c'est beaucoup plus facile de le faire en célio. L'expérience me montre que en gardant ces paramètres, eh bien, nous sommes amenés à faire exceptionnellement des ismocèles par voie célio, parce que la quasi-totalité des ismocèles sont des incisions basses qui ont été faites, au point que je m'interroge si, avec les années, pour une raison que je suis incapable de dire, est-ce qu'on a été amené à faire plus d'hystérotomie basse qu'on a fait à une époque. Alors, il y a plein de facteurs de risque qui ont été décrits, il faut être honnête, il n'y a aucune certitude, mais clairement, l'ismocèle, c'est une nouvelle pathologie. Alors, il y a eu des études. Est-ce que la césarienne à dilatation complète, où là, potentiellement, on fait des hystérotomies plus basses, c'était un facteur de risque? Mais en fait, il n'y a rien qui ressort de manière si probante que ça. Alors, il y a quelques études qui ont été très bien décrites dans les deux présentations précédentes, qui ont sorti quelques facteurs, mais quand on gratte dans ces papiers, c'est quand même pas des preuves si évidentes que ça. Mais la réalité, c'est qu'on a affaire à des ismocèles. Alors, les ismocèles, comme il a été dit, il faut que ça soit symptomatique, sinon on s'en fout. On avait fait une étude avec Yvil à Necker où, durant une période de 18 mois, toutes les césariennes ont eu une échosonographie à 6 mois. On n'a pas publié cet article, c'est de notre faute, parce qu'on a oublié de déclarer sur le plan international que c'était un essai thérapeutique, et tout essai qui n'est pas déclaré, eh bien, on ne peut pas le publier. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas ce papier. Eh bien, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que 50% des femmes qui ont eu une césarienne avaient une ismocèle sur le plan échosonographique. Par contre, c'était 10 à 15% qui étaient symptomatiques. Symptomatiques, c'est bien sûr les métrorragies vers J10, J12, c'est les douleurs, c'est des difficultés pour les transferts en PMA, des difficultés pour des poses d'un dispositif intra-utérin et peut-être une infertilité secondaire.
Comme vous le savez, il y a eu des recommandations qui ont été faites par le collège en 2022 sur chirurgie et infertilité. C'est mon équipe qui était chargée de ça. Et quand on commence à regarder la littérature, avec des études observationnelles des femmes infertiles après chirurgie, eh bien, il n'y a pas d'études comparatives. On est en première intention. Quel est le rôle de l'ismocèle dans l'infertilité? C'est bien difficile. Et c'est clairement dans cette indication où la femme n'est pas symptomatique, où la question c'est, elle n'arrive pas avec un bilan complet, c'est une infertilité secondaire par définition, eh bien elle a un bilan normal, elle a éventuellement eu 1 ou 2 tentatives d'AMP, eh bien il faudrait faire un essai randomisé pour savoir s'il faut ou pas opérer ces patientes, parce que jusqu'à preuve du contraire, eh bien on n'a pas démontré que l'ismocèle était en lien avec de l'infertilité, et si oui, par quel mécanisme? Est-ce que c'est des mécanismes d'endométrite chronique ou autre? Eh bien, c'est la vraie question. Alors, comment faire le diagnostic quand on est confronté au doute? De toute façon, tout le monde commence par une écho pelvienne, mais l'échosonographie va sensibiliser l'examen. Alors, l'échographie va vous montrer l'épaisseur du myomètre résiduel sur la coupe sagittale avec un taux de détection qui est entre 25 à 70%. Là, vous voyez une cicatrice normale et là, vous voyez sur une échosonographie l'ismocèle. Alors, il y a des diagnostics de sévérité et on regarde beaucoup avec Jean-Marc Levaillant la longueur entre l'orifice externe du col et le milieu de la cicatrice. Ça, c'est pour indiquer les voies d'abord dont je parlais tout à l'heure. Et puis, un élément qui nous frappe depuis maintenant 2-3 ans, qui sont les désaxations col-corps qui peuvent nous amener sur les coupes frontales à potentiellement modifier soit nos indications opératoires entre hystéroscopie et voie, on va dire, chirurgicale. J'englobe vaginale et célio dans voie chirurgicale. Je mets l'hystéroscopie, c'est de la chirurgie, bien sûr, mais elle est différente. Parce que on risque de passer, là on voit très bien la désaxation gauche, et lorsqu'on les opère en hystéroscopie ou autre, eh bien, il va falloir absolument éliminer toutes ces lésions que vous voyez qui sont latérales et qui correspondent, lorsqu'on les opère, à des sortes de pseudokystes qui vont vers la séreuse. Donc, dans la qualité de la mesure que l'on fait à l'échographie, eh bien, cette définition, cette désaxation est un élément important pour le chirurgien, parce que c'est pour éviter le risque de laisser ce type de lésion quand on les opère, et c'est important d'avoir vu avant ces ismocèles latéraux. Ensuite, il y a la biométrie de l'ismocèle, ça c'est parfait, ça on en a parlé, et la notion de cicatrice protégée ou de cicatrice non protégée. Car effectivement, en fonction de l'endroit où on est par rapport au col, on est là en non protégé et là en protégé, et que peut-être que l'évolution thérapeutique va être différente, ou l'évolution spontanée des risques va être différente en fonction de la localisation, parce que dans ces cicatrices protégées, le risque de grossesse dedans est parfaitement faible. Alors l'hystéroscopie, on est d'accord que ça se fait par vaginoscopie, ça se fait en consultation, on va visualiser une néocavité dans la paroi antérieure de l'isthme. Quand on fait l'hystéroscopie, le taux de détection est de 100%, mais pour voir une ismocèle, il faut y penser. Ce qui veut dire qu'actuellement, toute patiente ayant un antécédent de césarienne, lorsque vous êtes amené à faire une hystéroscopie, quelle que soit l'indication, qui peuvent être des métrorragies ou autre chose, surtout pensez, quand vous sortez, à retourner votre optique pour bien voir cette face antérieure, parce que sinon, on peut passer complètement à côté lors de n'importe quelle hystéroscopie que l'on fait. Donc, il faut y penser, mais bien sûr, en hystéroscopie, on n'a pas la mesure du myomètre résiduel. Alors, de temps en temps, c'est l'IRM qui nous donne ça, mais l'IRM, on trouve que c'est peut-être pas utile au diagnostic et que l'écho et l'écho-sono sont quand même plus simples et qu'on a besoin de l'IRM pour d'autres pathologies. Alors donc, voilà différents aspects. Le diagnostic est bien, mais en pratique, on trouve que c'est moins sensible même que l'échosonographie. Alors, comment la traiter, puisque c'est la discussion célio, voie vaginale, hystéroscopie. Le choix dépend, comme je l'ai dit, de la distance avec l'orifice externe, de la mesure du mur antérieur et du nombre de cicatrices. L'hystéroscopie, c'est clair que c'est les séries les plus importantes. Les durées opératoires sont courtes, toujours inférieures à la demi-heure.
il y a très peu de complications décrites. On est malgré tout assez proche de la vessie, mais les complications de plaie vésicale, ça doit exister, mais en tout cas, ce n'est pas publié. Ça donne des bons résultats fonctionnels avec plus de 90% d'amélioration des signes. Donc, j'ai du bol, moi, les films y partent. Bon. Donc là, on voit une grosse synéchie. Et là, c'est une première technique où on va utiliser les grosses barres qui ont l'avantage d'avoir une grande surface. Et ça, c'est dans la technique que l'on appelle de dessiccation de l'ismocèle. La dessiccation, ça veut dire quoi? C'est la pédale bleue, je vous rappelle, on est en énergie bipolaire. La pédale jaune, c'est la vaporisation. La pédale bleue, c'est de la dessiccation. Et bien, en fait, le but, c'est comme si on faisait un scotch-brite sur deux parois, et ça va se coller. Je vous rappelle qu'on opère dans ces patientes avec des pressions entre 100 et 120 mm de mercure, ce qui vous permet d'ouvrir l'ismocèle, donc de vous faciliter votre chirurgie. N'oubliez jamais que dans ces cas-là, il ne faut pas mettre de spéculum pour avoir la grande laxité de mouvement avec votre hystéroscope. Et cette grande barre, en fait, est très facile pour aller dessicquer toute la paroi. Ensuite, il part celui-là. Alors, j'utilise beaucoup les résectoscopes de 18 French, de la marque Delmont, mais peu importe. Mais il faut des petits hystéroscopes. Ce matin, vous avez vu Farid qui a opéré avec un 15 French, mais c'est très pratique. On va d'abord resséquer, bien sûr, les bords de la cicatrice, et puis ensuite, on va prendre un rollerball qui va vous faire la technique de dessiccation, donc avec un plus petit rollerball, mais ça n'a pas d'importance. Mais vous voyez, on va assez profondément, et il faut qu'à la fin de l'intervention, il n'y ait plus du tout la présence d'un tissu rosé. Il faut avoir détruit l'intégralité de l'ismocèle pour que les choses se recollent. Alors là, le mouvement est relativement simple, et c'est vrai que les petits instruments de 6 mm de diamètre sont très pratiques parce qu'on n'a pas besoin de dilater les cols, et donc c'est efficace. Attendez, je reviens en arrière, il y avait un autre film. Donc on voit que les anses... Il part pas celui-là? Non, bon, c'est pas grave. Les anses de 3 mm sont faciles pour avoir une bonne laxité. Alors pourquoi une chemise de 16 ou 18 French? En gros, il y a 4 étapes pour traiter l'ismocèle. Donc on voit aller avec un petit résectoscope de 15 French. On va aller sur les bords, et donc on va resséquer. Donc vous voyez à droite l'ismocèle en 3D. Là, c'est l'équivalent c'est l'hystéroscope que vous avez vu ce matin. Donc c'est vraiment un avantage avec les mini-résectoscopes. C'est pas faire mini pour mini, mais vraiment ça nous donne une très bonne laxité. Et là, l'aspect arrondi de l'anse est des fois très pratique pour resséquer les bords antérieurs et postérieurs, car vous voyez, on peut en quelque sorte les agripper avec l'anse telle que nous avons. Donc on va faire le bord inférieur d'abord. Et donc on va gentiment resséquer. Alors il est classique dans toute cicatrice, parce qu'on peut dire qu'une ismocèle, c'est un défaut de cicatrisation, et quand on reprend une cicatrice, on sait tous qu'on va d'abord retirer le tissu fibreux de la cicatrice qu'on reprend, que ce soit une cicatrice cutanée ou une autre cicatrice, c'est tout à fait important. Donc c'est l'aspect à 360 degrés qu'on vous disait tout à l'heure. On fait la même chose sur la partie supérieure. La troisième étape, on va dans l'ismocèle prendre soit une anse, soit l'équivalent d'une rollerball ou d'une grosse boule, de façon à aller faire la vaporisation et la dessiccation. Mais dans cette technique, et la technique italienne de Gubini, le principe ne va pas être le même que la technique que je vous ai montrée tout à l'heure, où en fait on dessicquait pour rapprocher les deux bords. Parce que en fait, ce que l'on veut dans cette technique-là, c'est surtout éviter, supprimer la niche qui emmagasinait en fait le sang des menstruations. Donc en fait, on va arrondir les bords pour que le sang puisse passer sans s'arrêter. Et là, vous allez voir sur le résultat final
qu'il va y avoir une contraction du myomètre qui va se faire dans les semaines qui suivent pour reconstituer un mur antérieur, et comme ça, le sang va pouvoir s'évacuer. Et ce que je vous demande de noter, que vous avez vu sur la série, c'est qu'on évalue à 3 mois. Et ce qu'on s'est aperçu avec les années, puisque les premières ismocèles, nous, on a commencé à les opérer au début de 2010, eh bien, au départ, on faisait comme on faisait avec les hystéroscopies pour fibrome, pour synéchie, un contrôle à 4 et 6 semaines. Et on trouvait de temps en temps que le résultat n'était pas parfait, donc on disait il faut réopérer ces patients. Donc on les réopérait le temps d'organiser la réintervention, on réopérait ces patientes environ 1 mois après. Donc on était souvent aux alentours de 10 semaines après la première intervention. Et on réopérait ces patientes, on ne faisait pas de contrôle, on les endormait, et là, qu'est-ce qu'on a observé X fois ? C'est que tout compte fait, il n'y avait plus d'ismocèle. Donc le temps de cicatrisation de l'ismocèle, maintenant, est pour nous à évaluer à 10 ou 12 semaines. Ce qui est d'ailleurs la même constatation que Gubini, puisqu'il fait ses contrôles également à 3 ou 4 mois. Donc en fait, sur des grosses séries, on s'aperçoit qu'on a intérêt à patienter. C'est le temps d'attente d'ailleurs avant de leur permettre de leur donner le feu vert en vue d'une autre grossesse, donc elles gardent une contraception où elles font attention. Ça, c'est une série qu'on avait fait qui n'est pas encore publié d'ailleurs, parce qu'on a traîné. Donc vous voyez la profondeur préopératoire qui était de près de 10 mm et qui est passée en post-opératoire à 3,7. Et sur le mur résiduel, il est passé de 2,4 en moyenne à 4,9, donc 5 mm. La différence est bien sûr tout à fait significative. Le taux de grossesse dans cette série était de l'ordre de 2/3, ce qui est globalement satisfaisant dans ce genre de situation. Et une partie des patientes qui étaient jugées infertiles avaient un taux de grossesse qui était intéressant. Alors, on est confronté, quand on fait de l'hystéroscopie, à des gens qui viennent vous dire « Ouais, elle ne veut pas de traitement hystéroscopique car on lui a dit en fait, cette chirurgie, elle ne ferme pas la déhiscence, on égalise simplement le mur du myomètre le plus fin. » Et c'est ce que disent les détracteurs de l'hystéroscopie opératoire. Cependant, quand on regarde les résultats en termes de fertilité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence que l'on opère en hystéroscopie, que l'on opère par voie vaginale ou qu'on opère par voie célioscopique. Alors c'est sûr qu'en hystéroscopie, il y a des données qui sont beaucoup plus nombreuses, avec des résultats globalement satisfaisants pour une technique peu invasive, et je pense qu'il faut les privilégier en première intention par rapport aux autres voies. Et nous, on a poussé en fait, c'est ce qu'on fait actuellement et ce qu'on est en train de publier, jusqu'à 1 mm, parce qu'en fait, le seuil qui avait été déterminé à 2,5-3, comme ça vous avait été dit, pour être honnête, c'est un seuil au pif qui a été donné, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'étude qui avait déterminé quel était le bon seuil. Donc, en fait, nous, on a établi une étude pour essayer de déterminer quels étaient nos résultats quand le mur était à 3, quand le mur était à 2, ou quand le mur était à 1, ou quand il n'y avait pas de mur du tout. Donc, bien sûr, ça veut dire que dans ces situations, on va comparer à la voie vaginale, qui est la technique qui vous a été présentée préalablement, la même façon, avec ouverture soit sous contrôle hystéroscopique, soit avec une bougie ou un ciseau. Ce que je fais, c'est qu'à la fin de l'intervention, moi, je fais toujours une hystéroscopie. Quelquefois, je fais un petit complément de rollerball si je trouve qu'il y a une zone qui n'a pas été parfaitement rapprochée. Mais c'est peut-être un petit détail. Et là, une série où on avait 60 patientes avec une chirurgie par voie vaginale, là, en fait, le myomètre résiduel était à 0,8 en pré-op, il est passé à 5,4, avec une différence moyenne très significative. Et quand on regarde la fertilité, sur notre série, il y a un délai de conception assez court, après chirurgie, lorsqu'on est en moyenne à moins de 1 mm de mur résiduel, et avec 55% de naissances vivantes, ce qui est tout à fait satisfaisant. Alors maintenant, la problématique, une fois donc pour notre expérience, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, novembre 2023, quand il reste qu'1 millimètre ou moins, eh bien, plus de 45 mm, on est par voie. Pour l'une ou l'autre, il faut en tout cas essayer de déterminer quelles sont les meilleures voies d'abord. La deuxième question, c'est
comment elles vont accoucher. Alors, il y a eu une position de la AJL qui est comme d'habitude aux États-Unis, c'est de recommander plutôt la césarienne dans ces situations. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Une patiente ayant un antécédent de césarienne, avec une cure d'ismocèle en hystéroscopie et un résultat jugé satisfaisant, on dit feu vert pour un accouchement par vaginal, mais pour l'instant, on n'a jamais eu de rupture utérine. Bien évidemment, les patientes qui ont une césarienne avec une voie d'abord célio ou une voie d'abord vaginale, c'est comme si on avait fait une deuxième césarienne puisqu'on a ouvert l'hystérotomie. Dans ces cas-là, ces patientes auront une césarienne. Et puis, ce qu'on est en train de faire avec Jean-Marc Levaillant depuis 18 mois, eh bien, durant la grossesse, sur l'écho de 32 semaines, eh bien, on va regarder la cicatrice de césarienne pour savoir si, et la cicatrice d'ismocèle opérée, si elle se rouvre ou si elle ne se rouvre pas. Donc pour l'instant, je ne vous donne pas de résultats. Les patientes, elles ont leur écho. On regarde. Alors il y avait eu tout un débat avec une étude qui avait été publiée il y a à peu près une dizaine d'années. C'était Patrick Rosenberg à Poissy qui avait fait cette étude pour regarder chez les patientes simplement avec un utérus cicatriciel. Ce n'était pas un problème d'ismocèle à l'époque, pour essayer de mesurer le segment inférieur. Cette étude n'avait pas pu déterminer quel était le bon seuil pour dire OK voie basse ou OK césarienne itérative. Mais peut-être que les techniques d'écho de l'époque étaient aussi un petit peu différentes. Et là, en tout cas, on a des aspects qui sont assez intéressants. Ce que je peux dire, en tout cas, sur une quinzaine de patientes, c'est qu'on doit avoir pas plus d'une ou deux réélargissements de l'ismocèle. Pour répondre à la question, quel est le développement lorsque les grossesses arrivent au niveau de cette cicatrice d'ismocèle? Eh bien, il y a un papier dans l'American Journal qui montre sur un petit groupe de patientes, 6 patientes lorsque la cicatrice est lorsque la grossesse est sur la cicatrice. Les patientes accouchent à 38 semaines. Elles ont, parce que c'est l'habitude nord-américaine dans ces cas-là, 5 ont une césarienne et a eu en plus une hystérectomie pour accréta. Deuxième situation, 10 patientes où là la grossesse est dans l'ismocèle, donc clairement dans la niche. L'accouchement a lieu là plutôt à 34 semaines en moyenne, donc vous voyez entre 20 et 36 semaines, et il y a eu 10 hystérectomies pour accréta percréta, dont une patiente avec une hystérectomie à 20 semaines. Ce qui veut dire que nous, actuellement, le choix que l'on a fait, c'est que lorsque les patientes ont une grossesse après une cure d'ismocèle ou une patiente qui a une grossesse sur une ismocèle connue non opérée, on leur demande une écho vers 8 semaines. Et honnêtement, lorsque la grossesse est dans la cicatrice, on interrompt la grossesse en raison du risque trop important d'accréta et de percréta avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir. Donc, pour finir, avant qu'on discute, l'ismocèle, comment la traiter? Eh bien, pour nous, c'est hystéroscopie en première intention avec classiquement une bonne restauration du mur postérieur. En deuxième intention, soit en raison d'un échec de l'hystéroscopie, parce qu'il y a 10% d'échecs environ, on fait une cellio, une voie vaginale, ou une cellio, une voie vaginale, quand le mur antérieur est de 1 mm et inférieur. Globalement, l'efficacité, elle est la même. Et puis surtout, n'oublions pas de faire ce que l'on sait faire, parce que c'est là où on aura les meilleurs résultats. Et je pense qu'entre la voie célioscopique et la voie vaginale, je pense que ce n'est pas du tout un affrontement. Il y a des gens qui sont un peu plus doués en voie vaginale, d'autres un peu plus doués en voie célio. Certains commencent à faire ces cures d'ismocèle au robot parce que certains font en 2 plans. Et honnêtement, 2 plans en célio sur des cicatrices qui sont très basses, c'est pas toujours aussi simple que ça. Les gens disent au robot c'est un peu plus simple. Alors il faut avoir une disponibilité de la robotique. Et puis il existe certaines instrumentations. C'est Storz qui les a avec une optique angulaire qui permet de mettre en coaxial un laser. C'est la technique que fait Olivier Denez, qui a quitté la Belgique et qui est en France, en Avignon, et qui montre d'excellents résultats avec une très belle technique. Et c'est vrai que le fait d'être en coaxial avec le laser facilite l'ouverture sur la zone fragilisée d'ismocèle.
Je vous remercie de votre écoute et puis je vous rappelle que l'année prochaine, entre le 9 et le 13 octobre, j'espère qu'on aura plaisir, Joël étant présent dans la salle et ira dans mon sens, de se retrouver pour le congrès mondial qui aura lieu porte de Versailles, puisque je vous rappelle que les sessions seront traduites entre le français et l'espagnol. Donc, je vais demander aux deux orateurs précédents de venir sur la scène pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Merci.